Bonjour à vous tous. C'est la première fois que je viens à Nancy. J'ai de la chance. Avec le climat, ça ressemble pas à ça d'habitude. Je vais dans une belle ville et merci de m'accueillir. Je vais vous dire un peu en deux mots ce qui fait que éventuellement j'ai quelques petits trucs à vous raconter sur l'accompagnement aujourd'hui. Voilà, j'ai un parcours de type formation continue, parce qu'au départ j'étais professionnelle de l'éducation en tant que conseillère principale d'éducation avec une licence d'allemand. Et ensuite, assez rapidement, je suis retournée à l'université en formation continue. Et donc j'ai repris des études de sciences de l'éducation à partir de mon ancrage professionnel. En 92, j'ai soutenu une thèse sur les dynamiques relationnelles, pour vous dire un petit peu vite comme ça. Et donc ensuite j'ai été recrutée maître de conférence à l'UFM de Caen. Puis j'ai été maître de conférence à l'université de Tours en formation d'adultes, qui reprenait des études comme je l'avais fait moi précédemment, et qui reprenait des études sur des dispositifs de formation par production de savoir. Donc très peu d'enseignement. Par contre, un gros travail de recherche à produire et à fournir. Le boulot, c'était un peu d'enseignement magistraux, de la méthode et de l'encadrement du mémoire et de recherche. Et c'est à ce moment-là que la question de la relation a commencé à se poser, moins en termes d'accompagnement, peut-être par la bascule de la question éducative avec les petits à celle de l'encadrement d'adultes en formation. En 1997, j'ai soutenu un truc un peu barbare qui s'appelle une habilitation à diriger les recherches. Et donc elle s'appelait de la relation paradoxale au paradoxe de la relation au travail du versus, et le sous-titre était contribution à une éthique de l'accompagnement. Et c'est à ce moment-là que la question de l'accompagnement, j'assume de la mettre comme un objet que je travaille en tant que chercheur et donc qui me préoccupe et pour lequel je vais me donner les moyens comme chercheur d'en dire un petit peu quelque chose de façon officielle. Et ensuite j'ai été recrutée professeur à l'université du Pays de oui, ça existe à l'université. Ça n'est pas qu'une antenne de Bordeaux. Et donc là j'ai la responsabilité d'une petite équipe de recherche. Et dans le cadre de la LRU, où il faut des gros labos, parce que si on n'est pas gros, on n'est pas fort. Donc une petite équipe de Pau ne pouvait pas se permettre d'être autonome. Donc depuis 3 ans, nous sommes rattachés, mon collègue qui a habilité moi-même, nous sommes directeurs de recherche dans un laboratoire parisien, que vous connaissez peut-être, qui est à Paris 13 et en partenariat avec Paris 8. Ce laboratoire s'appelle Experis et il travaille plus particulièrement sur ce qu'on appelle les apprentissages informels. Donc ce qui ne relève pas du champ scolaire classique des institutions scolaires, mais plutôt les apprentissages qui se font comme ça à l'insuline malgré dans tous les cas pour rendre la vie quotidienne. Dans ce laboratoire, je suis inscrite dans l'axe qui travaille sur la question de l'éducation tout au long de la vie, donc les apprentissages informels. Ça vous donne un peu le contexte, donc c'est l'accompagnement, les âges un peu vite brossés, mais vous voyez bien que la question de l'accompagnement, toute sa cohérence dans un axe qui s'appelle l'éducation tout au long de la vie, dans un laboratoire sur les apprentissages informels et l'expérience. La question des apprentissages qu'on est en mesure de faire à travers nos expériences, et donc, y compris nos expériences de rencontre avec d'autres qui font accompagnement pour nous, le sachant ou ne le sachant pas. Alors, on pourrait dire aussi peut-être un petit mot complémentaire de mon travail de chercheur. En gros, comme ça, je m'inscris dans un paradigme, c'est en gros, même, enfin, dans le courant des sciences de la complexité. Donc je travaille aussi en réseau avec des gens comme Edgar Morin, comme Jean-Louis Lemoyne. Et puis ma thèse était inscrite là-dedans. Et puis
plus en plus décalé. C'est toujours la même famille, mais c'est un petit peu décalé du côté des théories de l'autonomie et de l'auto-organisation. Donc, ça fait partie des questions de complexité, mais en mettant un petit peu le focus sur quelle dimension auto-référentielle des sujets. À un moment donné, il faut quand même accepter qu'on ne peut pas faire les choses à la place de quelqu'un d'autre, que ce quelqu'un va faire, on n'en saura pas vraiment grand-chose, et que c'est comme ça que le monde avance. Alors, je me disais sur cette histoire d'accompagnement, alors on disait est-ce que c'est un monde, est-ce que c'est une mode, est-ce qu'on n'en avait jamais fait avant, et que du coup on commence à le faire maintenant, parce qu'on en parle, quel est le rapport entre le mot et la chose, enfin. Et je me disais que si on n'avait pas été dans des processus de ce type-là depuis la nuit des temps, alors on serait certainement encore en train de tailler des silex et de les frotter pour avoir du feu. C'est-à-dire que si on n'était que dans des logiques de transmission linéaire, je t'enseigne ce que je sais, et donc tu m'apprends tel que je te l'enseigne, et donc tu vas le refaire, etc. Mais qu'est-ce qui fait que les pratiques se seraient transformées? Qu'est-ce qui fait que le monde se serait transformé? C'est bien parce que dans les modes relationnels entre les gens, dans les champs d'éducation et tout le reste, on accepte à un moment donné que l'autre va faire quelque chose qu'on n'avait pas anticipé qu'il allait faire et qui va transformer, qui va prendre sa place dans le monde avec cette nouveauté qui va être la sienne, et que du coup il va contribuer à la transformation du monde, et qu'à son tour d'autres que lui, etc. Si de toute éternité les humains n'avaient pas été dans des rapports que j'ai envie de mettre sous le sceau de ce mot accompagnement, encore une fois il me semble qu'on en serait toujours au même point. Et à croire que s'il y a de l'orage, c'est que les dieux sont très en colère contre eux. Donc voilà, de l'accompagnement. Enfin, l'accompagnement, c'est ce que j'aurais envie de mettre sous le sceau d'un processus vibrement humain, fondamentalement vital et terriblement vivant, puisqu'il continue à faire son travail, et encore une fois, sans qu'on puisse vraiment dire de quoi ça relève. Par contre, ce qui me semble nouveau aujourd'hui, c'est cette espèce de fonction qu'on attend de lui. Alors, le mot qui me venait, c'est que c'est une sorte de cache-sexe pour dissimuler des choses qui ne sont pas forcément très jolies, et que comme ça fait un habillage politiquement correct, pseudo-humaniste, machin, pour faire avaler un certain nombre de pilules qui sont quelquefois un peu amères, et donc si on les appelle accompagnement, ça va être bien, parce que encore une fois ça sonne bien, ça connote quelque chose d'un peu noble. Enfin, et encore une fois, si on s'en tient ce que ça a de fort, de puissant, c'est terriblement exigeant. Et c'est bien autre chose que cette image de nouvalisme, des grands fumées, à tel point même que faut constater sur un certain nombre de scènes que ça peut signifier, quand je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, ça peut signifier jusqu'à rétribution. C'est-à-dire que quand des politiques prétendent accompagner telle ou telle catégorie professionnelle un peu en difficulté, qu'on les accompagner, ça veut dire quoi? Ah, mais on va les dédommager. Donc voilà, on en est jusque là. Donc il y a du ménage à faire, c'est ça que je veux dire. Encore une fois, entre le mot et la chose, il y a de l'écart. Donc, l'accompagnement, c'est encore une fois un processus, c'est un mode relationnel, parmi d'autres, qui est très compliqué et qui nécessite, je crois, en tous les cas, de perpétuellement se contraindre à se questionner sur ce qu'on fait, comment on le fait, qui on est, qu'est-ce que ça nous fait,
est-ce que ça agite en nous? Et est-ce qu'on pense qu'on n'est pas là, plutôt pas trop là, mais en même temps, personne d'autre que nous, il me semble, ne peut nous dire si on y est ou si on n'y est pas. À partir du moment où on accepte que c'est un processus relationnel, dynamique, vivant, complexe, contradictoire, paradoxal, etc. En tous les cas, c'est de cet ordre-là. À ma connaissance, personne n'a jamais posé un processus sur la table pour regarder comment il fonctionne. Personne n'a jamais posé une relation sur la table pour la découper un petit bout et voir si elle se comporte bien comme ci, comme ça, comme ceci, comme cela. Donc ça renvoie chacun à lui-même, et avec ça, il faut se dérouler. Ce qu'on appelle aussi une posture. Alors là aussi, on est embêté parce que notre posture sur la scène publique, il a pris un tout autre sens, puisqu'il signifie quelque chose d'assez artificiel qu'on se fabrique, qui peut se nommer en termes de comportement et qui est censé influencer le regard que l'autre va porter sur nous, parce qu'on sera bien mis dans cet habillage de cette posture-là, etc. Posture, j'ai envie de le définir comme ça, comme une disposition intérieure en mouvement. Et c'est bien parce qu'elle est en mouvement et qu'elle est intérieure qu'on peut se la réfléchir et essayer de s'en faire quelque chose. Et que les rencontres qui vont être les nôtres en tant qu'accompagnants, vont aussi contribuer à la remettre en mouvement autrement que comme on était arrivé quand on était de l'un l'autre. Voilà, donc on a cette difficulté-là avec nos postures, on a cette difficulté-là avec le mot accompagnement, puisque même maintenant on en arrive à ce qu'on identifie les métiers. Les accompagnateurs en ceci, accompagnateurs en cela. Et je pense que là il faut être très prudent, parce que, encore une fois, à partir du moment où on a instauré l'étiquette, on pourrait imaginer que l'affaire est dite. Puisque vous êtes accompagnateur, c'est donc que vous faites de l'accompagnement, que vous n'avez plus à vous demander ce que c'est que vous faites. L'institution a dit que vous le faisiez, que vous étiez légitime à le faire, donc vous le faites et c'en est. Jusqu'à quel moment, par exemple, l'institution qui vous a nommé accompagnateur accepte-t-elle ces dimensions compliquées, contradictoires, opaques, qui sont propres à l'accompagnement? À partir du moment où ces institutions vous demandent en permanence de rendre des comptes objectifs, comptables, visibles de votre pratique d'accompagnateur, soi-disant, elle vous met bien en contradiction avec ce que l'accompagnement, encore une fois, a de mystérieux. Je pense que là, on a matière à réfléchir. Comment vous allez vous débrouiller de ça? Soyez tranquille, c'est dérive, elles valent pour tout le monde. À l'université, on y a droit aussi. Il faudrait qu'on passe plus de temps à dire ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pour que d'autres que nous disent si c'était bien, si c'était pas bien. Et du coup, on n'a plus le temps de faire ce qu'on a à faire, parce que répondre à des injonctions, à des commandes de recherche, comme si la recherche relevait d'une commande extérieure. Donc on a aussi des appels d'offres. Voilà, donc après, chacun s'invente des stratégies de contournement, de faire semblant de répondre sans répondre, ou bien fait, parce que ça lui va bien. Alors, pour mettre un peu de perspective à ça, par exemple, je crois que une des façons d'y rentrer, c'est de se poser la question, est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'on est dans l'ordre du métier et où est-ce qu'on est dans l'ordre de profession qui émerge? Et moi, j'ai très envie de plaider pour que, en tous les cas, l'accompagnement relève d'un métier et pas d'une profession, même s'il y a la question de la professionnalité qui est en jeu, mais parce que le métier, en tous les cas dans son étymologie, il nous permet de ne pas lâcher le fil du fait que des choses nous échappent dans ce qu'on fait et que des choses surgissent qu'on n'avait pas prévu qu'il allaient surgir. Donc que ça a à voir avec, on l'appelle mystère.
Et le métier, il a une double étymologie. Il a une étymologie qui l'adosse à ministérium, qui veut dire la charge, qui veut dire le fait qu'on est d'avant quelque chose. Et puis, dans notre étymologie, c'est mystérium. Et donc, un métier, c'est ces deux trucs-là à la fois. Alors que la profession, c'est profiteor, ça proclame devant pour d'autres que nous, ce qu'il est bon d'entendre, ce qu'on pense qu'il est bon que les autres entendent, pour ensuite bien faire les choses. Donc finalement, on peut dire aussi, avec nos mots plus modernes, si on ne veut pas dire ministérium, si on ne veut pas dire mystère, parce que ça nous agace un peu, en tous les cas, on est bien dans le fait qu'il y a du formel, oui, bien sûr du formel, on ne rencontre pas l'autre n'importe comment, il y a un cadre, des passages obligés, même si en tant que garant de ça, on peut aussi décider par moment de s'affranchir du cadre, mais au moins on est capable d'énoncer un cadre, on est capable d'énoncer des règles, on est capable et puis en même temps, on accepte qu'il y a de l'informel qui va jouer, du mystère qui va opérer, et qu'on ne fera jamais toute la lumière sur ce mystère-là, et que l'autre repartira et fera ce qu'il aura à faire, ce qui sera passé entre nous. Et, donc, voilà. Le fait qu'il en passe par nous, va sûrement, on fait l'hypothèse, puisqu'on nous a donné là qu'on n'y est pas tout à fait pour rien, et que ça va le transformer, ça va l'aider à avancer dans ce après quoi il court et qui ne sait pas lui-même d'ailleurs, ni nous. Mais en même temps, il y a des choses, encore une fois, sur lesquelles on ne saura jamais rien, pour nous-mêmes se passer bien longtemps après. Donc, le fait que la dimension métier, qui contient aussi quelque chose de l'ordre de l'art, alors c'est compliqué aussi, parce que art, normalement, on l'oppose à technique, sauf que technique, en vrai, ça veut dire art. Ça nous embrouille un peu, mais en tous les cas, c'est pas que des procédures, c'est pas qu'une technique, c'est pas qu'un déroulé de bonnes pratiques conçues à l'avance, encore une fois par d'autres que nous qui sommes les praticiens, et qu'il faudrait appliquer, et que les applicants, on est sûr d'avoir bien fait les choses. Ce qui se passe entre les humains et les c'est autre chose que ça. Ça déborde de tout ça, ça de partout. Et heureusement, encore une fois, parce que sinon, on serait encore en train de tailler le silex. Et l'autre, il pourrait juste faire ce qu'on lui a dit qu'il allait faire. Et nous, on tiendrait du fait que l'autre nous aurait dit que c'était ça qu'il